Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur le résultat de la rencontre et des entretiens tenus par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi à Bruxelles. Le résultat de ces rencontres, les accords ayant été signés, le rôle joué par l'Égypte dans la stabilité du bassin de la Méditerranée, les échanges au niveau de l'hydrogène vert. Nous avons beaucoup d'aspects à discuter ensemble. Il faut dire aussi que lors de ce sommet, le président Al-Sisi a présenté son pays comme une opportunité réelle pour l'investissement aux yeux des Européens, pour les Européens ici en Égypte. Et il faut dire que des accords de financement ont été signés d'une valeur de 4 milliards d'euros pour le Caire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Raouf Ghafar, expert en économie et analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Alors, en fait, et avant de commencer, le chef de l'État vient de regagner le Caire suite à la visite effectuée à Bruxelles, au cours de laquelle il a tenu des réunions avec le roi Philippe, avec la présidente de la Commission européenne, avec le président de l'Union européenne, etc. Donc, il faut dire que des accords ont été conclus. Donc, comment peut-on résumer les dossiers les plus importants ayant été traités ? Pour commencer, il faut dire que c'est une visite exceptionnelle, historique. C'est la première fois que l'Union européenne se lie avec un pays. Normalement, c'est entre un pays et l'autre, un continent et l'autre, mais le fait que l'Union européenne d'un côté et l'Égypte de l'autre, c'est la première fois que ça arrive et je pense que ça aura un impact très actif, très positif sur les relations entre l'Égypte d'un côté, le continent africain et l'Europe en général. Donc il faut mentionner ceci. Je ne parle pas de relations personnelles. Notre chef d'État a mené des entretiens excellents et d'ailleurs il est en très bons termes avec toute l'Europe sans exception et le fait que l'Égypte est, comme vous l'avez mentionné, l'oasis de paix et sécurité dans une région pleine de crises et pleine de défis, ça rend l'Égypte exceptionnellement prête à recevoir des partenaires et à recevoir des investissements. Et pour l'Égypte d'un côté, et comme nous savons tous, une porte pour le marché africain, donc on peut dire que c'est un intérêt commun entre l'Europe et l'Égypte et je pense que nous allons voir des résultats excellents dans le futur très proche. L'Égypte joue un rôle très important dans la stabilité du bassin méditerranéen. À votre avis, quel est ce rôle et en quoi consiste ou est reflétée cette stabilité? En premier lieu, cette stabilité et sécurité, ça donne confiance à tout le monde que l'Égypte, c'est un pays, je ne veux pas dire ancien, mais c'est un pays qui a écrit l'histoire. Et que le fait que l'Égypte a gardé sa stabilité et sa sécurité grâce à son armée et sa présidence, c'est une chose encore une fois exceptionnelle, surtout que de tous les côtés, il y a malheureusement des problèmes, des crises, des combats, des défis, etc. Et que l'Égypte a pu justement non seulement garder sa sécurité et sa stabilité, mais encore avec les pas qu'elle a fait sur le plan infrastructure,
sur le plan réforme économique, etc. Elle s'est très bien préparée pour un avenir très promettant et c'est devenu maintenant un endroit où tous les investisseurs savent la valeur et espérons bien qu'ils vont venir et commencer un échange de savoir-faire, un échange de technologie. Nous savons que l'Europe certainement possède de la technologie très avancée. Nous possédons l'infrastructure, nous possédons des ressources humaines et des ressources minérales naturelles qui nous permettent de faire des partenariats excellents avec toute l'Europe. Dans ce contexte, il faut dire que l'Égypte, la Jordanie, le Pakistan, la Turquie, le Djibouti, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, la Gambie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, la Libye, la Malaisie, le Nigeria, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique ont condamné avec la plus grande fermeté l'approbation par la Knesset de 2 projets de loi visant à imposer la prétendue souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et des colonies et instaurer des colonies israéliennes illégales. Elle considère cette mesure comme une violation flagrante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2334 qui condamne toutes les actions israéliennes visant à modifier la composition démographique, le caractère ou le statut juridique des territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Et il faut dire aussi qu'en marge du sommet égypto-européen coprésidé par le président Abdel Fattah el-Sisi, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'Égypte et l'Union européenne ont signé l'accord de la 2e phase du programme d'assistance macro-financière d'une valeur de 4 milliards d'euros. La ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique et de la coopération internationale, Rania El-Machot, a précisé que ce financement soutenait la mise en œuvre du programme national de réforme structurelle visant à renforcer la stabilité macroéconomique, améliorer la compétitivité, diversifier les sources de financement et prolonger la durée de cette dette publique. Docteur Raouf Ghafar, il faut dire que l'Égypte et l'Union européenne ont signé l'accord de la 2e phase du programme d'assistance macro-financière d'une valeur de 4 milliards d'euros. En quoi consiste ce programme? Ça couvre tellement de choses. C'est-à-dire, ça va dépasser les 5 milliards. Peut-être on a déjà reçu 1, maintenant c'est 4. J'ai confiance que d'ici très prochainement, ce chiffre va peut-être augmenter considérablement. Et comme vous l'avez dit, on parle d'énergie propre. Donc ça, c'est un domaine où il y aura une coopération assez étroite avec l'Europe, certainement. Et puis, il y aura, à mon opinion, beaucoup de contrats, disons, qui vont être signés dans des domaines différents, qui ont à faire avec le développement particulièrement. Ils savent que la stabilité de l'Égypte reflète le positif pour les chaînes, par exemple, d'approvisionnement, ce qui sert à faire arriver tout ce qu'il faut pour les différents pays. Je pense, encore une fois, que ces accords vont couvrir beaucoup de choses et vont couvrir particulièrement beaucoup d'industries, ce qui nous importe. Et ce qui est encore plus important, c'est que je pense que le secteur privé, cette fois-ci, va jouer un rôle excellent. D'ailleurs, le président, lors de sa visite, il a emmené beaucoup d'hommes d'affaires égyptiens
beaucoup de sociétés égyptiennes avec lui, et puis il a rencontré une centaine peut-être d'entreprises françaises et européennes en général, qui sont intéressées à joindre leurs homologues égyptiens pour établir beaucoup de projets, comme je viens de dire il y a quelques instants, d'intérêt commun. Et c'est une situation gagnante des deux côtés. Et espérons que, comme je viens de dire, ça va résulter dans beaucoup d'entreprises qui seront, Inch'Allah, très réussies. Il faut dire qu'en parallèle, la ministre a signé, Rania El-Mochat, avec la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, des accords de financement de 75 millions d'euros sous la forme de dons destinés à soutenir les réformes sociales et économiques locales dans les régions à faible revenu. Qu'est-ce qu'on entend par de réformes sociales et économiques? Bon, c'était toujours la conviction du président Sisi de changer un peu le niveau de vie, le train de vie du citoyen égyptien normal, en essayant de lancer des initiatives comme Vie décente et autres, logements sociaux, etc., pour présenter à l'individu égyptien une vie meilleure. Et c'est impératif que le citoyen égyptien sente qu'il devient de plus en plus important pour son gouvernement, pour qu'il donne de plus. Et certainement, l'Europe comprend ça. Et comme vous avez dit, ils ont signé un don qui aide dans cette direction, bien que ce n'est pas si grand, mais au moins nous savons que la direction est commune et qu'il faut absolument donner beaucoup de soin à la vie du citoyen égyptien pour obtenir des résultats, de bons résultats. Il faut dire, nous vous rappelons que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a regagné le Caire après une visite à Bruxelles où il a participé au premier sommet Égypte-Union européenne. Et avant son départ, le chef de l'État a rencontré aujourd'hui le roi Philippe de Belgique, avec lequel il a eu des concertations concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans le cadre de sa visite à Bruxelles pour participer au premier sommet égypto-européen, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le roi Philippe de Belgique au Palais Royal en présence du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdellatif. Le roi Philippe a accueilli chaleureusement le président Sisi, soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays et saluant le rôle déterminant de l'Égypte dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Il a affirmé que ces efforts constituent un pilier essentiel de la stabilité régionale. Le président Sisi a exprimé sa gratitude pour le soutien belge à la cause palestinienne, rappelant la reconnaissance par la Belgique de l'État de Palestine. Les discussions ont porté sur les crises régionales, la nécessité de résoudre les conflits par des moyens pacifiques, ainsi que sur les relations économiques et d'investissement entre l'Égypte et la Belgique. Le président a invité le roi Philippe à assister à l'inauguration du Grand Musée égyptien le 1er novembre prochain, soulignant l'attachement du peuple belge à la civilisation égyptienne. Le roi a salué le rôle stabilisateur de l'Égypte au Moyen-Orient et en Méditerranée. Par ailleurs, le président Sisi a rencontré Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Les échanges ont mis en avant la coopération stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et de la migration. Metsola a remercié l'Égypte et son président pour leurs efforts décisifs dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, affirmant que cela n'aurait pas été possible sans leur médiation. Le président Sisi a rappelé l'importance de consolider le cessez-le-feu, d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et de préparer la reconstruction du territoire en coordination avec l'Union européenne.
Les discussions ont également abordé la migration irrégulière avec une reconnaissance du succès de l'Égypte à empêcher le départ de bateaux clandestins depuis 2016. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de formation, d'emploi et de développement, ainsi que de promouvoir le dialogue parlementaire entre les institutions égyptiennes et européennes. Enfin, le président El-Sisi a salué la position honorable du Parlement européen en faveur du peuple palestinien et a annoncé la tenue en Égypte en novembre 2025 de la conférence internationale pour la reconstruction et la relance de Gaza. De retour au studio avec notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, il y a des accords reliant l'Égypte à l'Union européenne et une certaine coopération, notamment concernant l'hydrogène vert, puisque on réfléchit et on pense à partir du vert, concernant l'économie, l'hydrogène et autres. En quoi consiste cette coopération? Comment est-ce qu'elle est reflétée? Le monde entier il essaye d'éviter les carburants maintenant, surtout qu'il y a des crises, après-crises dans l'approvisionnement des carburants, etc. Mais tout bouge vers le vert. Même les stations atomiques se ferment maintenant en Europe et sont substituées par les nouvelles formes d'énergie. Entre autres, certainement, l'hydrogène vert. Je pense que ça, c'est le futur. Ça va régner partout. Et on aura recours justement au carburant, peut-être quand dans les cas urgents peut-être, mais en tous les cas, ça c'est le futur. Il y a tellement de pollution, nous avons gâté notre planète suffisamment, de façon à ce qu'on doit absolument donner à l'environnement une importance qu'il déserve. Sinon, c'est toute la terre qui va souffrir, c'est pour ça. Mais je veux mentionner une petite chose, c'est que l'Union européenne apprécie vraiment les efforts que l'Égypte a exertés envers l'immigration clandestine. On n'a pas vu un seul cas en provenance de l'Égypte dans les dernières années. Ce qui veut dire que nous avons fait un effort colossal pour éviter que ceci passe par le territoire égyptien, ce qui rend un grand service à l'Europe, particulièrement. Oui, Dr Raouf Ghafar, nous allons continuer notre entretien juste après cette pause. À tout de suite. De retour au studio avec notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, le sommet Égypte-Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles et auquel a pris part le chef de l'État et les rencontres qu'il a eu lieu avec le roi Philippe et les dirigeants européens. Est-ce que ceci, à votre avis, ouvrira la voie à un nouveau partenariat, une nouvelle forme de partenariat surtout? Certainement. C'est-à-dire ça a élevé le niveau de coopération entre l'Égypte et l'Union européenne à un niveau sans précédent. On dit des relations stratégiques, des relations exceptionnelles, etc. Mais je parle à un niveau différent. Nous n'étions jamais dans ce niveau. J'espère qu'on va continuer. Et comme je viens de dire, on ne veut pas s'arrêter ici. On va continuer. Et on doit, à mon opinion, l'Égypte est capable de représenter non seulement elle-même, mais tout le continent africain. Donc, quand on parle avec l'Union européenne, on a en tête que le marché égyptien, la coopération avec l'Égypte, ça ouvre un marché vraiment colossal pour les produits et beaucoup de choses européennes. L'Afrique est un continent jeune, très riche, qui a été mal exploité ou pas exploité du tout. Et je pense qu'une coopération
par l'entremise de l'Égypte pour essayer de promouvoir le développement en Afrique globalement, va rendre un grand service à l'Égypte, certainement économiquement, mais ça va servir les deux côtés. Alors maintenant, on parle d'un partenariat vraiment très haut. Je voudrais absolument que le secteur privé joue un rôle. Et comme le président a dit, l'Égypte représente une opportunité réelle, oui, et comme il représente des partenaires réels qui ont tout ce qu'il faut pour joindre les mains avec leurs partenaires européens. Et on a dit il y a quelques instants, ils ont la technologie, ils ont le savoir-faire, nous avons l'infrastructure, nous avons une main-d'œuvre raisonnable sur le plan coût, donc on peut franchement achever des résultats excellents qui vont être, on se répète, une situation gagnante des deux côtés. Peut-être l'Europe va gagner encore plus que l'Égypte. En fait, il faut dire que lors du premier sommet Égypte-Union européenne à Bruxelles, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en avant la volonté du Caire de consolider ses liens économiques avec les partenaires européens et d'améliorer davantage d'investissements. Voyons les détails dans ce compte rendu. S'exprimant lors d'une réunion de haut niveau en marge du premier sommet Égypte-Union européenne et en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chef de l'État a salué une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Les discussions ont réaffirmé le poids du partenariat économique entre l'Égypte et l'Union européenne, a-t-il déclaré, appelant que l'Union européenne demeure le principal partenaire commercial et d'investissement du pays, représentant près de 27% du commerce extérieur égyptien et 32% des investissements directs étrangers en 2024. Les échanges ont notamment porté sur le projet de création d'un corridor d'investissement européen en Égypte, destiné à servir de passerelle vers les marchés africains et arabes, ainsi que sur les propositions visant à renforcer l'intégration de l'Égypte dans les chaînes d'approvisionnement européennes. Ces sujets reflètent les relations économiques et commerciales profondes et multiformes entre les deux parties, ainsi que notre intérêt commun à les développer davantage dans les années à venir, a affirmé le président, soulignant le rôle croissant du secteur privé comme moteur essentiel du développement. Le président a ajouté que cette rencontre s'inscrivait dans la continuité de l'élan amorcé en mars 2024, lorsque l'Égypte et l'Union européenne avaient élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global et de la première conférence Égypte-Union européenne sur l'investissement, tenue en juin dernier. Et Sisi a salué le rôle essentiel joué par Ursula von der Leyen dans l'avancement de ce partenariat, soulignant que l'Égypte travaillait sans relâche pour traduire cette volonté politique commune en coopération concrète et durable. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui illustrent cette vision en action, a-t-il conclu. Le président a mis en avant les réformes économiques engagées par son pays, estimant qu'elle ouvrait la voie à une coopération sans précédent avec les partenaires européens. S'appuyant sur les rapports favorables des agences de notation et du Fonds monétaire international qui ont salué les récents développements économiques du pays, le président el-Sisi a noté une hausse des flux d'investissements directs étrangers ainsi qu'une accélération de la croissance au cours du dernier trimestre de l'exercice 2024-2025, atteignant 4,4% contre 2,4% pour l'exercice précédent. Le président a également rappelé que l'Égypte offrait de nombreuses incitations fiscales aux investisseurs, auxquelles s'ajoute une main-d'œuvre abondante, des coûts énergétiques compétitifs et un environnement sécurisé et stable. Docteur Raouf Ghafar, il y a des accords de partenariat très importants ayant été conclus, mais est-ce que ces accords doivent être strictement avec le gouvernement ou est-ce que le secteur privé doit jouer un rôle? Le secteur privé doit jouer
le rôle important. Le gouvernement a fait tout ce qu'il faut. Il a préparé le chemin, il a pavé le chemin, infrastructure, réseau routier, les ports ont été améliorés, renouvelés, les autoroutes ont été construites, l'énergie a été disponible. Donc le gouvernement a fait tout ce qu'il faut. C'est le tour du secteur privé. C'est la locomotive du développement. Et ça, ce n'est pas une invention. C'est partout dans le monde. L'expérience du gouvernement qui tient tout en main a été complètement fichue. Il faut absolument que le secteur privé avance et que, d'ailleurs, le président a dit ça à plusieurs reprises. Il a dit que le secteur privé doit représenter un 75-80% du développement économique. Et ça, c'est le seul moyen. Et j'espère que tous ces accords vont s'implémenter avec les secteurs privés. D'ailleurs, ça explique pourquoi tellement d'hommes d'affaires et tellement de sociétés égyptiennes étaient avec le président lors de cette visite. Je pense qu'ils vont peut-être continuer à discuter un peu les plans de l'avenir, qui va joindre les mains avec qui va échanger technologie avec qui. Ils vont identifier un peu les domaines et on doit absolument, disons, exercer une certaine force envers l'industrie, la production. Et comme vous avez mentionné dans votre rapport, l'Afrique représente le marché le plus grand pour ce genre de coopération. Je répète, oui, c'est le secteur privé qui doit jouer le rôle essentiel dans le développement. Effectivement. Il faut dire donc que l'Union européenne et l'Égypte ont signé mercredi plusieurs accords, dont l'un permettant le versement d'une aide de 4 milliards d'euros à l'occasion de leur premier sommet à Bruxelles. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Union européenne et l'Égypte ont signé mercredi plusieurs accords, dont l'un permettant le versement d'une aide de 4 milliards d'euros à l'occasion de leur tout premier sommet à Bruxelles. Cette aide financière, sous forme de prêt, a été débloquée mercredi. Elle fait suite à un accord de partenariat stratégique signé en mars dernier, signe de la volonté de l'Union européenne de consolider sa relation avec l'Égypte, pays qui jouit un rôle clé au Proche-Orient. Après un premier versement d'1 milliard d'euros en décembre 2024, l'assistance financière totale atteint désormais 5 milliards. À ce montant viennent s'ajouter 1,8 million d'euros d'investissements supplémentaires en partenariat avec d'autres institutions financières européennes et 600 millions d'euros d'aide à des projets spécifiques, dont 200 millions pour le contrôle des flux migratoires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que l'Union européenne et l'Égypte entraient dans une nouvelle phase de leur partenariat stratégique. Elle a rappelé que l'Égypte exporte 3 fois plus vers l'Europe que vers les États-Unis, l'Inde et la Chine réunies. Plusieurs pays, dont l'Égypte, évidemment, la Jordanie, le Pakistan, la Turquie, Djibouti, l'Arabie saoudite, le Sultanat d'Oman, la Gambie, la Palestine, évidemment, le Qatar, le Koweït, la Libye, la Malaisie, le Nigeria, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique ont condamné avec beaucoup de fermeté l'approbation par la Knesset d'un projet de loi ou de 2 projets de loi visant à imposer la prétendue
prétendue souveraineté sur la Cisjordanie occupée par les colonies israéliennes illégales. Docteur Raouf Ghaffar, on en était au forum de Sharm el-Sheikh, on tend la main pour un cessez-le-feu, pour une meilleure vie aux Gazaouis, pour la reconstruction de Gaza, et voici qu'il y a des tergiversations israéliennes, des manœuvres d'un autre côté, et c'est l'approbation par la Knesset de 2 projets de loi imposant la souveraineté sur la Cisjordanie. Comment voyez-vous cette manœuvre, cette tergiversation? C'est une manœuvre, comme vous l'avez dit. L'approbation, c'est encore dans les phases très primitives, donc on ne peut pas compter. Mais ils peuvent faire ça comme propagande, etc., etc. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas être sérieux. Parce que si jamais ils font ça, c'est qu'ils défient le monde entier. Et nous avons vu, maintenant, même c'est une affaire de fierté. C'est le président Trump, il est venu et il a donné il a accepté volontiers cet accord, c'était le parrain de ces accords et de cessez-le-feu, etc. Et je pense que ce sera très difficile qu'il change d'avis. Donc, à mon opinion, d'ailleurs, Israël a été toujours comme ça. C'est-à-dire, ils ne font que dans les temps après les cessez-le-feu, ils se sont complètement élargi leur territoire, toujours après les cessez-le-feu. Donc, ils n'ont jamais respecté la volonté internationale, ils n'ont jamais respecté les décisions de l'ONU, par exemple, etc., etc. Donc, ils font ce que bon leur semble. On peut ajouter encore une fois que le Premier ministre, il a beaucoup de problèmes et qu'il sait absolument, si jamais il y a la paix, il est emprisonné. À votre avis, est-ce qu'il fait ça exprès, de créer toujours des causes, des problèmes sur la scène? Absolument. Il veut garder sa position parce que si jamais il la perd, comme je viens de dire, et il a tellement de problèmes, il va être emprisonné à 100%. Il fait ça toujours. D'ailleurs, il ne fait que ça depuis 3 ans. Et il essaye de, comme vous avez dit, manipulation d'ici et là pour gagner le temps. Et pour, surtout que maintenant, même Israël de l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Nous voyons des manifestations, etc. etc. Une chose que nous ne sommes pas habitués à la voir. Maintenant, il y a un changement. Et lui, il sent, et il sait, il est confiant que le peuple d'Israël n'est pas trop content et satisfait de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il essaye de les mener d'un endroit à l'autre pour simplement les bouleverser un tout petit peu. Mais à mon opinion, ça ne va pas continuer. Est-ce que c'est une façon de faire exploser l'accord je ne vais pas dire de paix, mais de cesser le feu, c'est-à-dire c'est une provocation à Hamas et les pays arabes de manière à éliminer, à avorter, pardon, de manière à avorter l'accord de cesser le feu? Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais nous savons Hamas comment elle a été formée, etc., etc. Et alors, certainement, il essaye de poser beaucoup de difficultés, il essaye de monter beaucoup de problèmes pour montrer qu'il a tort et que les choses doivent changer, que Hamas ne cesse pas, etc. Mais c'est lui qui donne les ordres à Hamas. Je m'excuse de dire ça, mais donc, non, il invente des situations par lesquelles il essaye de prolonger son terme comme Premier ministre. À mon opinion, ça ne va pas continuer. Et cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce qu'il y a maintenant Israël contre le monde entier. Et il a certainement beaucoup d'intérêt
avec le monde entier qui ne peut pas s'emparer. Même l'Amérique doit lui montrer qu'il n'est plus le fils dorloté de l'Amérique, mais il doit savoir que ça ne peut pas marcher de cette façon et que la plupart du monde a reconnu l'État palestinien, donc ce n'est pas faisable, compréhensible ou possible d'annexer la rive gauche. Docteur Raouf Ghafar, le monde entier a vu le vrai visage d'Israël, surtout après l'encerclement, après le nettoyage ethnique et après la famine qu'Israël a imposée aux Gazaouis. À votre avis, est-ce que le monde pourrait quand même se dresser contre cette souveraineté ou contre ces deux lois de la Knesset? À mon opinion, ça ne va pas aller plus loin. Ça va s'arrêter ici. Et comme vous l'avez dit, c'est une manipulation. Certainement, le monde va se redresser. Il va opposer justement une décision pareille. Et comme je viens de dire, Israël ne peut pas s'isoler. C'est-à-dire, elle doit être en bon terme avec le monde entier. D'ailleurs, tout le monde maintenant est contre ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je pense que ça c'est un jeu, un nouveau jeu, simplement pour gagner un peu de temps et distraire un peu le peuple israélien. Mais je pense que ça ne peut pas continuer. À votre avis, est-ce que cet accord de cessez-le-feu a quand même l'espoir d'une survie, quand même prolongée relativement? Oui, ça va continuer. Et il y aura un peu de violation d'ici et là, mais l'accord qui a été signé à Sharm el-Sheikh va se soutenir et va continuer. C'est ma propre opinion. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.